Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors il y a effectivement le spectacle du drame, de la désolation, des réfugiés, des bombardements. La guerre, c'est atroce, la guerre, c'est laid. Comme nous disait encore l'envoyé spécial Anne-Laure Bollen au Donbass. Et la guerre, elle est vraiment pas jolie. Et d'un autre côté, il y a les grandes manœuvres, comme toujours les grandes manœuvres diplomatiques, politiques, économiques, et où on en est là-dessus. Et il y a un sacré jeu de poker menteur et un sacré jeu de dupes. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Européen en tout cas. Ça y est, l'Europe marchait d'un même pas, la défense, etc. On l'avait compris, c'était fini. On n'allait pas laisser notre destin comme depuis 40 ans, nos médicaments, nos industries semées à tout vent, vendues à la découpe. Non, c'était fini. On allait se retrouver. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Éric Trappier de Dassault Aviation nous dit que l'Allemagne va acheter des avions américains. Oui, puisque l'Allemagne a dit, il est temps qu'on se réarme, 100 milliards de dollars. Mais c'est pour l'Allemagne. Et après, tiens, mais l'Allemagne, le couple franco-allemand, le Pax le plus étonnant de l'Europe. Alors, elle achète des avions américains, l'Allemagne. Intéressant. En plus, alors Biden qui ordonne un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Et puis, ce que dit avant-hier, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, il est prêt à négocier apparemment. Et entre-temps, évidemment, le prix du blé bondit, le prix de l'électricité, je ne vous en parle pas, le prix du gaz, évidemment, absolument en flèche, le baril de pétrole au-dessus des 120 €. Eh bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jean-Loup Bonamy, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes spécialiste en géopolitique. Est-ce que on a l'impression, en même temps, il y a le drame, on l'a dit, le drame sur le terrain, tout ce qui se passe, qui est terrible, et en même temps, il y a ces espèces de manœuvres où on ne sait plus qui est, pardon de l'expression un peu vulgaire, qui est le cocu de qui est le trompé de qui. On a l'impression vraiment d'un jeu de dupes. Surtout, moi, ce qui me surprend, c'est de voir qu'il y a des tentatives de médiation qui sont faites dans cette crise, et fort heureusement. Et alors vous avez vu, il y a au moins trois déclarations d'intention. Il y a une déclaration d'intention chinoise. La Chine dit qu'elle veut faire une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Bon, pour l'instant, il y a rien de concret. Tout en étant assez proche de la Russie. Tout en étant assez proche de la Russie, d'ailleurs. Deuxièmement, la Turquie de Monsieur Erdogan, qui lui aussi s'est proposé comme médiateur et qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine, et qui entretient des contacts des deux côtés. Vous savez, il est dans un jeu d'équilibriste, il fournit à la fois des drones très utiles, des drones turcs très utiles, très efficaces aux Ukrainiens, qui sont un peu le cauchemar des Russes, mais en même temps, il maintient un contact étroit avec la Russie, et il est très dépendant du gaz russe. Et puis également, surtout une tentative de médiation israélienne. Ouais. Parce que Vladimir Poutine entretient d'excellentes relations avec Israël, il s'y rend régulièrement. Il a aussi de très bonnes relations avec les Palestiniens et avec l'Iran, puisque là, il y a l'accord avec l'Iran, donc il est un peu le patron de la région. Il y a beaucoup de juifs d'origine ukrainienne et de juifs d'origine russe en Israël. Et donc, le Premier ministre israélien a rencontré Vladimir Poutine, et il se pose comme médiateur. C'est peut-être une médiation qui a des chances d'aboutir. Et je ne vois pas l'Europe. Je ne vois... Mais attendez, Jean-Loup Bonamy, vous m'étonnez quand même, là. Vous faites preuve d'un esprit, j'allais dire un mauvais esprit. Et notre Emmanuel Macron, qui s'est entretenu, paraît-il, 2 heures avec Poutine, puis 3 heures avec Poutine, puis 5 heures avec Poutine, on ne sais plus, qui a d'ailleurs révélé la teneur, il le tutoyait, je ne sais pas comment on tutoie en anglais, mais enfin bon. Non mais... Très sincèrement, Emmanuel Macron n'a pas joué un grand rôle. Pour l'instant. Il faut espérer pour notre pays qu'il ne soit pas aux abonnés absents le jour du grand règlement. Mais puisqu'on est là pour parler de l'Union européenne, c'est de voir à quel point l'Union européenne fait de grandes déclarations, mais n'essaye absolument pas, parce que visiblement elle ne semble pas avoir compris, de se poser comme un médiateur. Parce qu'en fait, elle a symboliquement choisi son camp.
Et elle est en fait plus divisée qu'elle n'y paraît, puisque vous savez que notamment les Allemands sont extrêmement dépendants du gaz russe, et ils ont bien spécifié à plusieurs reprises que les sanctions ne devaient pas s'appliquer au pétrole et au gaz russe. Et cette Union européenne, on voit les grandes déclarations, par exemple de Madame von der Leyen, qui sont des déclarations de soutien unilatéral aux Ukrainiens, mais on ne voit pas une Union européenne qui se poserait en médiatrice pour aboutir à une solution politique. Et puisque vous parliez d'Emmanuel Macron, ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment, il y ait probablement un deal entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains. Et peut-être avec un médiateur qui pourrait être turc ou israélien. Ouais. Et que et l'Union européenne et la France, pourtant avec un Emmanuel Macron qui avait pris des contacts avant le conflit et toujours pendant le conflit, eh bien que la France, une fois, soit la grande perdante, comme d'ailleurs elle a été exclue du règlement du conflit syrien. Hein, vous savez, la Syrie et le Liban, c'était l'ancien mandat français dans l'entre-deux-guerres, vous en savez quelque chose, et pourtant, dans le règlement de la crise syrienne, ça se joue en gros entre Turcs et Russes. Donc, voilà. Alors, et comment expliquez-vous, parce qu'on voit très très bien les chiffres, on a donné quelques chiffres là, et est-ce qu'au fond, l'Europe, là, est-ce que c'est structurel, à votre avis, Jean Le Bonamy? Est-ce que l'Europe, à un moment donné, justement, et s'il y a un moment où il faut se poser en partie, en tout cas, et au-delà de l'intention du symbole, dans une Europe, une Union européenne unifiée, c'est bien quand il se passe quelque chose comme ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et apparemment, voilà, chacun suit sa route, chacun son chemin. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal, puisque vous avez une Europe avec 27 États différents, de langues différentes, de cultures différentes, 27 États qui ont des intérêts différents et qui ont des histoires très différentes. Vous prenez un pays comme la Suède, c'est un pays qui est très hostile à la Russie historiquement, déjà pour des raisons géographiques, parce qu'ils sont juste à côté. Bien sûr. Et là, par exemple, on entendait parler de manœuvres militaires dans le conflit actuel à Poltava. Et en fait, c'est l'endroit où il y a eu une grande bataille au XVIIIe siècle entre les Suédois de Charles XII et les Russes du tsar Pierre le Grand. Donc tout ça résonne d'une manière différente et qui ne résonne peut-être pas de la même façon pour les Portugais, par exemple. Donc vous voyez des histoires nationales différentes et peut-être insurmontables. Et enfin, l'Union européenne n'est pas un État. Si vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis, puisqu'on parle toujours des États-Unis d'Europe, il y a une seule ambassade des États-Unis à Paris. Il n'y a pas une ambassade du Texas, il n'y a pas une ambassade du Delaware, du Wisconsin. Il y a une seule ambassade, l'ambassade des États-Unis, avec une seule armée, un seul département d'État. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une ambassade de l'Union européenne aux États-Unis. Oui, non, il y a une ambassade de la France, une ambassade du Portugal, une ambassade de l'Allemagne, chacun avec ses propres intérêts. Et qui peuvent être divergents. Et donc, en fait, si vous voulez, quelles conséquences ça aura, à votre avis, là, si, comme on peut l'espérer, parce que vous avez vu, il y a 2 jours sur ABC, il y a lundi dernier, Volodymyr Zelensky disait qu'il avait abandonné sa demande de joindre à l'OTAN, bon, pour l'Union européenne, on n'en parle pas, qu'il est prêt à discuter avec Vladimir Poutine du statut de la Crimée et des républiques séparatistes. C'est-à-dire que, pratiquement, il les accepte, apparemment. Alors, qu'est-ce qui se passe, disons, on peut tout espérer, que ce soit la désescalade et la paix, qui ne l'espère pas, c'est tout à fait, évidemment, plus que souhaitable, nécessaire. Mais qu'est-ce que, à votre avis, ça va laisser l'Europe dans l'état dans lequel il était, c'est-à-dire qu'au fond, ça n'aura pas affecté d'une manière, alors évidemment, si ça continue, on sait très très bien, on voit déjà les hausses du prix de l'électricité, etc. Est-ce que ces hausses risquent de rester? Est-ce qu'au fond, l'Europe va se retrouver gros gens comme devant? Oui, je pense que, et notamment vous le voyez, il y a des choses qui accentuent ce phénomène, puisque les Allemands, avec l'abandon du nucléaire par Angela Merkel en 2011, suite à Fukushima, se sont complètement mis en situation de dépendance énergétique et notamment on s'était moqué de Donald Trump en 2018 parce qu'il avait dit aux Allemands vous vous êtes mis dans les mains des Russes avec leur gaz. Bon, on voit aujourd'hui qu'il avait parfaitement raison et également ce qui reste, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'Allemagne, puisqu'elle a fait ce choix d'abandonner le nucléaire, domaine où elle n'a jamais excellé, c'est un des rares domaines technologiques où elle n'a jamais été
été très, très bonne. C'est aussi l'une des raisons en fait de l'abandon du nucléaire allemand. Et bien, en plus des intérêts politiques de Madame Merkel, se concilier les écologistes. Mais maintenant, il y a un but des Allemands, un but de guerre, qui est d'abattre le nucléaire français. Et notamment... c'est un but de guerre pour les Allemands. C'est un but de guerre pour les Allemands, parce que les Allemands ont bien du mal à supporter de voir que eux n'ont plus de nucléaire et que les Français, eux, gardent un domaine d'excellence technique et de compétitivité économique avec une énergie moins chère et souveraine. Donc, et le but, bien sûr, c'est des Allemands, c'est de manœuvrer, notamment dans les coulisses de l'Union européenne, pour priver le nucléaire français de subventions, faire en sorte qu'elle ne soit pas considérée comme une énergie verte. Vous voulez dire qu'il faut faire pression sur la Commission européenne, sur l'Union européenne, pour que le nucléaire français ait moins d'importance. Voilà, et pour à terme abattre le nucléaire français. Et on voit là encore des intérêts qui sont divergents, puisque l'Allemagne a du mal à supporter alors qu'elle a pour l'instant complètement écrasé la France dans le domaine industriel, de voir que sur le secteur précis de l'énergie, la France résiste grâce au nucléaire. C'est ça. D'ailleurs, on avait vraiment bien joué en vendant les turbines d'Alstom à General Electric, qu'on va racheter très cher. Mais dites-moi, ça veut dire qu'en fait, Jean-Loup Bonamy, je crois que c'est vraiment pas faire de l'exagération en disant qu'au fond, cette Europe-là, il y a quand même un faux semblant énorme. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher, encore une fois, d'une seule voie, vous parlez de l'Allemagne, hein, donc c'est pas petit pays périphérique, quoi. Donc, en fait, toute cette espèce de je ne dirais pas de légende, mais toute cette espèce de rideau de fumée. Donc, dès qu'il y a une vraie crise, chacun retrouve, et vous allez me dire, c'est normal, c'est toujours comme ça, ses propres intérêts nationaux, on revient à la nation. Alors, oui, moi je pense que oui. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est-à-dire on a quand même globalement une apparence d'unité. Ou plus exactement, on l'avait la semaine dernière. Voilà. Plus exactement, on a quand même eu une apparence d'unité et on a eu un apparent revirement allemand, puisque vous savez que l'Allemagne est plutôt, justement pour des raisons historiques et de dépendance énergétique, plutôt complaisante envers la Russie. C'est encore plus vrai quand c'est le SPD qui est au pouvoir, qui est un parti historiquement, hein, vous savez, c'était l'Ostpolitik de Willy Brandt qui était social-démocrate, donc la gauche allemande et encore plus pro-russe, et il voulait envoyer aucune arme en Ukraine. Là, il y a quand même eu un net revirement de ce point de vue-là, avec une Europe qui donne le sentiment d'être assez unie, en tout cas la semaine dernière. Et on voit là que de nouveau, comme vous le disiez, des failles, des lézardes apparaissent avec chacun qui revient à ses intérêts nationaux. Et je crois que la France est un pays qui a parfois du mal à le comprendre. Parce que de manière assez arrogante, elle croit que tout le monde pense comme elle. Va la suivre. Voilà, va la suivre. Et les Allemands n'ont absolument aucune envie de nous suivre. Il n'y a que les Français pour s'imaginer que l'Europe serait un levier d'Archimède et qu'on irait vers une sorte d'intérêt général européen qui, en fait, par miracle, coïnciderait avec les intérêts français. Et voilà, mais je crois que c'est le grand leurre des élites françaises. Ouais, je crois que ce grand leurre des élites françaises, effectivement, existe. Merci Jean-Loup Bonamy de l'avoir souligné. Et ce que vous nous disiez sur la guerre économique et énergétique, Fabien Bouglet nous l'avait dit ici même il y a quelques mois. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur YouTube et vous pouvez retrouver, si vous êtes arrivé en cours de route, l'émission avec Jean-Loup Bonamy sur YouTube. À tout de suite.